Est-ce que vous vous êtes déjà dit de plus plier les jambes après avoir raté un coup? Est-ce que vous vous êtes déjà engueulé après avoir fait une faute? Est-ce que vous avez déjà refait le geste dans le vide après avoir envoyé une balle trop longue? Et est-ce que vous pensez qu'en progressant, vous arrêterez de faire des fautes? Bonjour à toutes et à tous, je suis Romain de Tennis Tempête et aujourd'hui on va parler de gestion de la frustration, de confiance en soi et de votre cerveau. Alors, est-ce que plus votre niveau de jeu augmente, moins vous faites de fautes? Eh bien pas vraiment, parce que sinon je vous laisse aller expliquer pourquoi les joueurs pros continuent à faire des fautes directes. En fait, la durée moyenne d'un point tourne autour de 20 secondes, et ce, quel que soit le niveau. Hein? Mais pourquoi? Eh bien en fait c'est très simple, mieux vous savez taper dans la balle, plus vous allez tenter des coups compliqués et donc prendre des risques. Puisque votre niveau augmente, vous voulez jouer plus vite, en donnant plus de rotation à la balle et en trouvant de meilleurs angles. Et ça, c'est complètement normal. Alors c'est vrai, qui a envie de jouer à la baballe dans le carré de service pendant 1 heure? Plus de niveau de jeu, ça veut dire une meilleure qualité de la balle, et ce, en termes de vitesse, d'effet ou d'angle trouvé. Mais plus de niveau de jeu, ça veut dire aussi plus grande prise de risque. C'est vrai, on ne veut plus simplement renvoyer la balle de l'autre côté du filet, on veut déplacer son adversaire et le mettre en difficulté. Donc si vous vous dites que si vous arrivez à corriger tel ou tel point technique, vous arrêterez de faire des fautes, c'est complètement faux. Un certain nombre d'erreurs est inévitable parce que tout un tas de paramètres rentrent en jeu. Trajectoire de la balle, trajectoire de la raquette, erreur de coordination, de timing, de changement de cible au dernier moment. Ça va, je crois qu'on a compris l'idée. Alors, pourquoi les joueurs de tennis s'énervent comme ça? Quand je regarde les joueurs de basket du club d'à côté, quand ils ratent un lancer franc, ils en font pas tout un fromage. Ils savent que le 100% n'est pas atteignable et ils se disent pas plie plus les jambes à chaque fois qu'ils en ratent un. Mais au tennis, certains joueurs s'engueulent presque à chaque faute. Ils sont extrêmement exigeants envers eux-mêmes. Pourquoi? Non, sérieusement, pourquoi? Si vous aussi vous trouvez que les joueurs de tennis râlent tout le temps, dites-le moi en commentaire. On l'a vu, la durée moyenne d'un point c'est une vingtaine de secondes. À partir du moment où la balle est en jeu, ce n'est qu'une question de temps avant que la faute arrive. Pour faire une petite comparaison, une faute au tennis, c'est un peu comme un feu rouge quand vous conduisez. Si vous conduisez en centre-ville, vous allez forcément tomber à un moment ou un autre sur un feu rouge, ce n'est qu'une question de temps. Les fautes font partie du jeu, les feux rouges font partie du trajet. Et ça nous ramène à la base de tous les sports. De par leur conception même, les sports ont été créés pour qu'ils ne soient pas maîtrisables à 100%. Il faut qu'il reste une part d'incertitude et de challenge. Qui a envie de regarder un sport quand on sait à l'avance et systématiquement qui va gagner? Je vous mets ici les meilleurs taux de lancer franc en NBA. Est-ce que vous iriez dire à ces joueurs qu'ils n'étaient pas au niveau, qu'il fallait qu'ils revoient leur technique? Non, c'est ce qui me semblait. Et maintenant, je vous mets les stats de deuxième balle de service réussie sur la finale de Wimbledon en 2019. J'ai choisi les stats de deuxième balle parce que, en général, la prise de risque est beaucoup moins grande que sur la première. Et vous le voyez, même les meilleurs joueurs du monde ne sont pas à 100% sur un coup qui est pourtant très peu risqué. Et il faut bien comprendre une chose. Aucune statistique d'aucun joueur professionnel avec un minimum de carrière ne pourra atteindre 100%. Alors j'en vois déjà certains en commentaire me dire « Oui, mais le court il est grand quand même, c'est pas si compliqué de mettre la balle dedans. » Certes, fougueux joueur de tennis que vous êtes, mais j'ai une question pour vous. Est-ce que vous visez souvent le centre du terrain? Bien sûr que non, et moi le premier. On vise un angle, un long de ligne, une zone proche de la ligne de fond. Bref, la zone qu'on cherche à atteindre n'est pas si grande que ça. Je vous le rappelle, la qualité de balle que vous voulez et la dose de risque que vous prenez augmentent avec votre niveau. Ok, mais alors, pourquoi on rate? Raison numéro 1, on ne sait pas exactement ce qu'on veut faire de la balle au moment de la frappe. En effet, le tennis demande une grande capacité d'analyse. D'où vient la balle? Où va-t-elle? Où est mon adversaire? Comment il se déplace? Le cerveau doit répondre à ces questions dans la demi-seconde qui suit le départ de la balle de la raquette adverse. Et une fois qu'il a les premières réponses, on lui envoie une deuxième salve de questions. Où est-ce que je veux jouer cette balle? Comment je vais la frapper? Est-ce que j'ai le temps de le faire? Et sinon, je fais quoi? Tout ça pour une seule frappe et le match vient à peine de commencer. Donc une partie des fautes vient de là. Une prise de décision ou un changement de plan trop tardif. Une fois que votre décision est prise, vous n'avez plus le temps de vous ajuster pour l'exécuter correctement. Pour la plupart des joueurs loisirs, le tennis est un sport qui va tout simplement trop vite pour prendre la bonne décision et ajuster tous ses mouvements. Surtout quand, en plus de ça, on remarque qu'il faut une grande coordination avec dissociation du buste et du bas du corps, et une acuité visuelle qui nous permet de suivre une petite balle jaune de moins de 7 cm de diamètre qui file à toute allure. À ce niveau-là, on finit juste par se demander comment c'est possible de taper dans une balle. Mon conseil pour vous aider à la prise de décision, visualisez le plus tôt possible la trajectoire que vous voulez donner à votre balle. Pas seulement la zone que vous voulez atteindre, mais également la hauteur et la rotation que vous voulez donner.
Par exemple pour un coup droit croisé. Dès que vous savez où vous allez prendre la balle, vous allez imaginer le trajet exact que celle-ci doit avoir. À quelle hauteur elle va passer au-dessus du filet, avec quelle rotation et où elle va tomber. Est-ce que je joue une balle tendue ou est-ce que je prends une marche par rapport au filet? Raison numéro 2, le tennis est difficile. On l'a vu, tous les sports ont été conçus pour ne pas être maîtrisables à 100%, et c'est là tout leur intérêt. Puisqu'on ne peut pas les maîtriser complètement, un champion peut tomber de son piédestal du jour au lendemain. En tant que spectateur, ça rend le sport fascinant parce qu'il est imprévisible. T'imagines un panier de basket de 5 mètres de diamètre et une distance de lancer de 2 mètres? Ça serait chiant. Alors, je ne dis pas ça pour nous jeter des fleurs, mais le tennis est un sport qui, de l'extérieur, paraît simple, mais qui est très exigeant. Demandez à 2 adultes qui n'ont jamais touché la raquette de leur vie d'essayer le badminton ou le ping-pong. On dit tennis de table! En 5 minutes, ils auront intégré les bases et la notion de distance entre la main et la raquette et la balle. En 30 minutes, ils devraient être capables de jouer une série de coups et quelques points serrés. Maintenant, demandez à ces mêmes personnes d'essayer le tennis. Même au bout d'une heure, je ne suis pas sûr qu'ils puissent passer plus de 4 coups au-dessus du filet. Comme la raquette et la balle sont lourdes, il faut donner de la vitesse à la raquette pour envoyer la balle de l'autre côté du filet, à plus de 10 mètres. Et qui dit plus de force, dit moins de contrôle et donc plus de fautes. Il faut donc être indulgent avec nous-mêmes et comprendre un point essentiel. Ce n'est pas moi qui rate. Ce moi, c'est le moi conscient, celui qui pense et qui décide. Mais celui qui fait la faute, c'est le cervelet. Le cervelet est une partie du cerveau qui est située à la base du crâne. C'est lui qui est responsable de la synchronisation, de la coordination et de la précision des gestes. C'est notamment lui qui calcule le timing à partir de la vitesse estimée de la balle, envoie les commandes à mes 639 muscles, coordonne le tout dans une séquence précise, et en plus de tout ça, fait en sorte que je me casse pas la gueule. Le cervelet a une méthode d'apprentissage particulière, l'apprentissage par l'échec. Il se trompe, et il corrige pour la prochaine fois. Prenons l'exemple d'un bébé qui apprend à marcher. Le cervelet essaie de synchroniser l'ensemble des muscles pour maintenir l'équilibre sur les 2 pieds. Le bébé tombe, le cervelet reçoit les informations de l'oreille interne et des muscles pour essayer de comprendre où ça a foiré et s'améliorer au prochain essai. Plus il s'entraîne et plus il corrige vite. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes capable de faire un pas de côté avant de tomber. Et pour ceux qui se posent la question, oui, l'alcool diminue les capacités du cervelet. En somme, je sais que 1. Mon cervelet fait des calculs complexes, et plus c'est complexe, plus il y a de chances de se planter. 2. Je ne joue pas depuis l'âge de 4 ans, âge auquel le cervelet a sa plus grande capacité d'apprentissage. 3. Je ne joue pas tous les jours, et pas toujours dans des conditions difficiles, pour stimuler mon cervelet à son maximum. 4. Même à l'entraînement, je ne joue pas tous les points à 100%. Moi aussi parfois je fais de la merde. En étant conscient de ça, j'arrête de m'engueuler quand je fais la faute. Enfin, je continue à le faire quand j'ai pas d'intention de jeu et que je sais pas exactement ce que je veux faire de la balle. Les fautes font partie du jeu, les feux rouges font partie du trajet. Et tant que vous n'avez pas compris ça, vous allez être négatif envers vous-même. Et ça, c'est pas bon. Je ne le répéterai jamais assez, le tennis n'est pas maîtrisable à 100% et les erreurs font partie intégrante du jeu. Mais si vous vous agacez sur quelque chose qui n'est pas maîtrisable, le doute va s'installer dans votre tête. Vous allez commencer à hésiter au moment de la frappe et à retenir votre bras. Et ce cercle vicieux vous amène à rater des balles qui étaient complètement à votre portée ou à faire des doubles fautes dans les moments de doute. Alors quoi faire ? À partir de maintenant, et que ce soit pendant vos entraînements ou vos matchs, quand vous faites une faute avant de vous engueuler, je veux que vous vous posiez une question. Si vous n'êtes pas certain de la réponse, commencez par clarifier ça dans votre jeu. Prenez vos décisions plus tôt, et pour ça, j'ai un excellent exercice pour vous. Avec un partenaire qui n'envoie des balles que sur votre coup droit, vous allez annoncer où vous envoyez la balle. Soit long de ligne, soit croisé. Ceux qui n'ont pas l'habitude de cet exercice vont annoncer leur choix peu de temps avant la frappe. Travaillez-le jusqu'à pouvoir annoncer votre choix avant que la balle rebondisse dans votre terrain. L'étape suivante, c'est d'annoncer votre choix avant même que la balle ne passe le filet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur le pouce bleu et abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si vous voulez gagner plus de points importants pendant vos matchs, je vous ai préparé un guide qui résume les 5 clés indispensables pour gagner ces points. Il est téléchargeable dans la description.